regardons à présent d'un peu plus près les enjeux de marché, les enjeux boursiers avec Eric Turgeman qui est avec nous par téléphone, lui aussi le directeur de la gestion actions et convertibles d'Ophi Asset Management. Bonjour et bienvenue Eric. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Un mot parce que la journée marque une nouvelle étape dans la récupération boursière depuis le violent trou d'air de la crise pandémique il y a un an, puisque désormais le grand indice européen Stoxx 600 est revenu sur ses plus hauts d'avant-crise, c'est-à-dire sur ses plus hauts historiques, Eric, avec un peu de retard, de décalage par rapport à d'autres grands indices mondiaux. Que vous inspire cette situation et désormais quels sont les enjeux auxquels les investisseurs vont faire face pour les prochains mois, pour le nouveau trimestre qui commence? Oui, c'est très impressionnant parce qu'effectivement tous les indices sont au plus haut. Quand on prend le DXY Global World, qui est vraiment le plus large, il a rebondi de 70% depuis les plus bas en un an maintenant, depuis mars dernier. Et en Europe, là, si on prend le Stoxx 50 coupon investi, total return, il y a plus 55. Et effectivement, tout est au plus haut. Alors, en fait, il y a 6 mois, quand on était un peu dans le creux de la vague, on disait il y a 4 ou 5 risques. Le premier, c'était le risque de rechute en récession, donc un risque sanitaire, évidemment, qui était plus présent. Et puis, à l'époque, on parlait des élections américaines, du Brexit. Des régulations fiscales éventuellement sur les GAFAM, mais je reviendrai là-dessus, notamment par rapport à ce qu'on vient de dire là, dans votre intervenant précédent. Régulations fiscales sur les GAFAM parce qu'elles sont trop riches, trop puissantes, elles sont trop tout en fait. Voilà. Et puis le 5e risque, on n'en parlait pas beaucoup, enfin c'était quand même éventuellement, c'était une tension éventuellement sur les taux. Mais à l'époque, le taux américain était en dessous de 1%. Donc voilà, c'était un mini-risque. Alors, bon, pourquoi les marchés sont aujourd'hui au plus haut? Parce qu'on a vraiment le meilleur... Alors d'abord, tous les risques annexes, Brexit, élections US, on n'en parle plus. La rechute en récession due à la crise sanitaire, en fait... nous, on est en plein dedans, parce qu'on reconfine en France, mais globalement, les marchés regardent un peu plus loin et considèrent que c'est fini. Alors, ça peut paraître étrange quand on dit ça sur une chaîne française, mais qu'on soit déconfiné en mai, en juin ou en juillet, à la limite, ça n'a pas une grande importance pour les marchés qui considèrent que de toute manière, la crise est derrière nous, sauf s'il y avait un nouveau variant qui n'est pas pris en charge par les vaccins, ou éventuellement que les personnes vaccinées rechutent. Pour l'instant, on a pas mal de recul avec Israël, qui a un vacciné, et on se rend compte qu'il n'y a pour l'instant pas de mauvaise surprise. Donc, les marchés, qu'est-ce qu'ils constatent? Que l'économie repart fortement, avec une accélération de la croissance, et que les taux restent bas. Alors, normalement, il y a une trentaine d'années, ou un peu plus quand j'ai commencé, quand on avait comme ça une croissance très très forte, une activité qui rebondissait fortement et des tombereaux de liquidités qui venaient sur la table, ça générait de l'inflation ou au moins des craintes d'inflation et les taux montaient. Alors à l'époque on disait good news is bad news parce que si les taux montaient évidemment ça pesait sur les marchés actions. Mais là, ce qui est nouveau, c'est qu'on a à la fois une très forte croissance, une activité qui repart fortement, des liquidités qui inondent la planète et des taux qui ne montent pas. Voilà. Donc ça, c'est évidemment le cocktail explosif et très positif pour les marchés. Ça veut dire, Eric, vous êtes quand même rassuré sur cette histoire d'inflation, parce que ça fait quand même des mois qu'on en parle et que c'est le sujet de débat, alors chez les économistes d'une part, mais chez les intervenants de marché d'autre part, la crainte qu'il y ait des anticipations d'inflation qui se mettent à déraper. On les a vus remonter, ces anticipations d'inflation, évidemment aux États-Unis en premier lieu, mais vous dites, à ce stade, ça reste tout à fait modéré et acceptable, surtout par rapport au niveau de croissance qu'on a. On a peut-être vu le pic de ces anticipations, de ce stress lié au risque du retour d'inflation, vous dites? Pas totalement. Forcément. Non, pas forcément. Il y a pour l'instant, il n'y a pas une grosse inflation, honnêtement, dans les données. Bon, il y a eu un petit peu de tension avec notamment la hausse des matières premières et quelques hausses salariales aux États-Unis. On ne peut pas dire qu'il y ait de l'inflation.
Parce qu'il y a des tendances très déflationnistes qui sont durables et structurelles. Hein, voilà, on en parle beaucoup, on ne va pas y revenir, mais notamment la démographie et l'essor de la technologie, de la robotisation qui pèse sur notamment les salaires et l'emploi. Donc ça, c'est des tendances très dures et très durables et très longues. Donc pour l'instant, il n'y a pas d'inflation. Maintenant, la question, c'est jusqu'où on peut effectivement mettre des liquidités dans le système, que ce soit de la part des banques centrales ou des gouvernements qui empruntent gratuitement et puis qui rasent gratis, parce que finalement, on vous donne des liquidités. Si vous jouez au Monopoly et qu'on vous donne comme ça des tas de billets au Monopoly, vous achetez des hôtels sur les câbles. Voilà. Donc, c'est ce qui se passe. Alors, pour l'instant, il n'y a pas de limite, parce qu'en théorie, il n'y a pas de limite au bilan des banques centrales. La limite, pour moi, elle est dans éventuellement une perte de crédibilité, justement, dans les monnaies et dans les banques centrales. Alors, ceux qui, effectivement, s'opposent à cet argument vont dire, mais de toute manière, comme tout le monde fait la même chose au même moment, il n'y a pas de raison, il n'y a pas de crainte sur une monnaie en particulier. C'est-à-dire, si les États-Unis étaient les seuls à faire ça, le dollar s'écroulerait. Ou inversement, si les Européens étaient les seuls. Là, tout le monde le fait en même temps. Donc, c'est pour ça qu'il n'y a pas de variation énorme monétaire sur le marché d'échange. Hein. On est collé à 1,19, 1,18 sur l'euro-dollar. Mais 1,19, c'était le niveau qui était le sien quand on a créé l'euro en 1999. Bon. Donc, il n'y a pas de grande variation parce que tout le monde fait la même chose. À un moment donné, le risque, il est, si on avait de l'inflation, ce qui n'est pas encore le cas aujourd'hui, qu'on se dise, finalement, les banques centrales ne font rien, parce que les banques centrales, quel est le discours? Le premier, c'est de dire, vous inquiétez pas, il n'y a pas d'inflation. Pour l'instant, elles n'ont pas complètement tort. Et le discours aussi, c'est de dire, de toute manière, même s'il y avait de l'inflation, on la laisserait filer et on maintiendrait les taux à ce niveau-là. Parce que de toute manière, c'est un des trois moyens de réduire l'endettement réel. L'endettement aujourd'hui, il est colossal et normalement, il ne peut pas être remboursé. Le seul moyen de le rembourser, c'est effectivement de faire perdre de la valeur à cet endettement en laissant filer l'inflation. Donc je pense que les banques centrales sont tout à fait contentes avec ça. Et au contraire, il n'y en a pas assez. Le deuxième moyen de résoudre le problème de l'endettement, c'est la croissance très forte. Parce que si on avait une croissance très très forte et durable, évidemment, ça fait des taxes, etc. Et puis donc ça permet d'effacer un peu les dettes. Mais la croissance très durable, structurellement, on a du mal à y croire. Parce qu'on va revenir à ce qui était le cas en 2019. C'est-à-dire là, on a un rebond massif, mais qui fait face à l'effondrement qu'on avait en 2020. Et puis, la troisième solution, effectivement, pour régler le problème des dettes, c'est de les restructurer. C'est de les effacer. C'est ce qu'on a fait avec la Grèce, on faisait avec l'Argentine, etc. Donc l'inflation, c'est une certaine solution. Voilà. Donc est-ce que c'est fini? Pas forcément. Hein. La question de l'inflation, c'est une question qui va nous accompagner encore quelques temps sur les marchés, tant qu'on n'y verra pas plus clair, effectivement, sur le nouveau régime économique qu'on peut attendre, notamment aux États-Unis. Rapidement pour conclure, Eric, parce que vous vouliez en dire un mot plus précis, la régulation des GAFAM et la question de la fiscalité mondiale. Il nous reste une minute. Qu'est-ce que ça vous inspire, Eric? Ouais, ce qui m'inspire, c'est qu'en fait, aux États-Unis, il y a trois choses. D'abord, ça permettrait éventuellement d'avoir un peu d'argent, de les taxer donc face à l'endettement. Ensuite, ça permet aux États-Unis de dire qu'ils rentrent un peu dans le rang par rapport notamment à Trump, qui sont associés à l'ensemble des pays, notamment sur ces questions. Et après, quand même, le troisième point, c'est que c'est une manière aussi de dire qu'il n'y a pas que les GAFAM dans les déclarations américaines, de dire qu'ils voudraient taxer les entreprises au niveau mondial. Parce que jusqu'à présent, en Europe, c'était surtout les GAFAM qui étaient dans le collimateur.
Et là, peut-être que, d'une manière malicieuse, les États-Unis disent OK, il y a les GAFAM, mais pas qu'elles. Ce qui permettrait peut-être, ce serait du second degré, et de dire aux Européens notamment, attention, si on rentre dans ce jeu d'hypertaxation. Vous avez aussi des multinationales qui payent peut-être un peu moins d'impôts à l'étranger que ce qu'elles devraient. Bon, effectivement, c'est une manière de court-circuiter un petit peu l'idée de la taxe GAFAM qui est déjà déployée dans certains pays, dont la France, bien sûr. Merci beaucoup, Eric. Eric Turgeman qui était avec nous pour quelques remarques et quelques commentaires de marché par téléphone, le directeur de la gestion actions et convertibles d'Ophi Asset Management. Voilà pour cette édition de la mi-journée de Smart Bourse sur Bismart. On se retrouve ce soir en direct à 18h30.